Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. Le Bénin politique fait sa mue. La réforme du système partisan se met en place. Premier fait majeur de nouvelles politiques qui en découlent, la création de deux grands partis politiques. D'abord, l'Union progressiste, portée sur les fonds baptismaux il y a exactement une semaine, puis hier seulement, le deuxième bloc, si vous voulez, parti politique majeur de la majorité présidentielle, les Républicains également, créés. Mais la question se pose de savoir, création de partis politiques à ancrage nettement plus national, pourquoi faire? Quel est l'idéal, l'idéologie de ces différentes formations politiques? Cette question va être débattue avec notre invité du jour. Il s'agit de Lazare Serouitor, ancien ministre, conseiller politique du chef de l'État et membre du bureau politique du parti Union progressiste. Lazare Serouitor, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le thème de cette émission, c'est bien Union progressiste pour quel idéal? Christian Didian, bonjour. Bonjour André Dossard, Lazare Maurice Serouitor, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Nous en avons pour 60 minutes chrono. Vous êtes membre de l'Union progressiste, et de surcroît on rappelle que vous êtes conseiller politique du chef de l'État Patrice Talon. Notre pays connaît de profondes mutations depuis quelques mois déjà. De grands ensembles se créent pour gérer autrement l'espace politique. L'Union progressiste a vu le jour, c'était le 1er décembre 2018 et devient ainsi l'un des tout premiers partis créés dans cette réforme du système partisan. Alors, les progressistes aujourd'hui peuvent-ils être considérés comme étant des héros? Non, non, pas du tout, pas du tout. Il faut dire qu'on n'est pas le tout premier parti créé après le vote du charte. Du vote de la charte. L'un des premiers de tous. On est l'un des tout premiers. N'oubliez pas que récemment, il y a eu quelques partis qui se sont constitués. Ce week-end, vous savez qu'il y a 2 ou 3 autres partis qui sont en constitution. Nous ne nous considérons pas comme des héros et le président Amoussou Bruno, dans son discours d'ouverture, faisait remarquer justement que nous ne sommes pas des héros. Que les vrais héros, c'est ceux qui, depuis les années 40, ont progressivement, patiemment bâti l'environnement politique dans lequel nous sommes, qui est le nôtre. Peut-être qu'on aurait voulu avoir d'autres environnements politiques, mais celui qui est ici, dans notre pays, est le nôtre. On l'assume. Et les héros, c'est ceux qui au quotidien travaillent pour qu'il y ait la paix dans ce pays, travaillent pour que le pays avance. C'est ça les vrais héros. Là, le président Patrice Talon a voulu traduire dans les faits, concrétiser une ambition politique portée par le candidat Patrice Talon, que d'ailleurs vous avez soutenu dès les premières heures. Est-ce qu'en créant ces partis politiques, ces institutions politiques que l'on espère seront véritablement des partis à ancrage national, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli sa volonté, son souhait? Oui, vous savez, ce qui se passe dans une société, c'est souvent le croisement de différentes dynamiques. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce même pays, un certain nombre de partis se sont échinés à faire en sorte qu'il émerge de véritables partis. Cette dynamique existait. Et puis, il y a eu la volonté du chef de l'État, les réformes du chef de l'État, qui, disons, a créé une bonne condition historique, une condition historique favorable pour que cette tendance-là puisse prendre corps. Et avec le vote de la loi à l'Assemblée, de la loi portant charte des partis, je crois que cette volonté exprimée par des individus, par des groupes, par des partis, est devenue une volonté d'État. Et cette volonté d'État est la source première, justement, de ce processus que vous décrivez. Quand vous parlez de bonnes conditions, comment peut-on vous croire quand on sait et qu'on entend des acteurs décrier justement ces conditions? On parle de réformes obtenues au forceps, enfin, manu militari, on a voté des lois un petit peu dans la précipitation. Voilà, de plus en plus, enfin, il y a quelques récriminations portées par certains citoyens contre notamment ces conditions que vous décrivez comme étant bonnes. Est-ce qu'on n'a pas forcé un peu la main aux acteurs? Moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'on m'a forcé la main du tout. Et ceux avec qui on a travaillé pour faire émerger l'Union progressiste ne m'ont pas
donner ce sentiment d'avoir été obligé de. Parce que c'est une bonne tendance. On sait à quel point le personnel béninois, le personnel politique tient à les pères fondateurs notamment, à leur parti politique, en guillemets, le patrimoine, le PME, et que aussi facilement ils décident de les dissoudre, de les faire disparaître pour fusionner, pour adhérer à de grands ensembles. Je voudrais vous rappeler qu'il y a eu des présidents, fondateurs de partis dans ce même pays qui, depuis des années, ont prêché presque dans le désert. Et ce désert s'est verdi grâce à la réforme du système partisan impulsée par le président de la République. Quand ça se passe ainsi, on ne peut pas dire qu'on vous a forcé la main. Évidemment, il y a les gens qui font des partis politiques, des fonds de commerce. Évidemment, ceux-là ne peuvent pas être heureux. Parce que se détacher de son fonds de commerce n'est jamais une activité qu'on fait aisément, à cœur joie. Donc, je peux comprendre que ceux-là, ils n'ont pas leur place en politique. La politique est un espace où, disons, les fonds de commerce ne devraient pas prévaloir. Et s'il y a des gens qui se trompent d'espace pour amener du mercantilisme en politique, c'est le bon moment pour eux de quitter l'arène. Alors, nous avons vu plusieurs acteurs politiques s'engager dans cette voie, dans cette réforme du système partisan, dans tout ce changement. Alors, finalement, on se pose une question, puisque nous avons vu quand même un acteur qui est venu en politique et qui a apporté cette réforme, voire de grands ensembles politiques. C'est la personne du président Patrice Talon. À côté, nous avons vu les députés l'accompagner dans cette initiative et nous avons vu également par la suite les acteurs politiques apprécier ou approuver la chose. Finalement, à qui doit-on attribuer la paternité de ce projet, de ces changements? Il faut attribuer la paternité de cette réforme. Si on doit absolument trouver un père, il faut l'attribuer au peuple béninois qui a marre. Il y a plus de partis politiques dans ce pays que de médecins soignants. Vous pensez que notre peuple était heureux de vivre ces scènes-là, ces déchirements-là? Non. Et si ce peuple a bien voulu élire à sa tête le président Patrice Talon, qui a porté cette réforme-là au cours de sa campagne, et l'a poussé vers la table des députés qui ont suivi, il faut saluer le peuple béninois tout simplement, parce que c'est la bonne voie. Vous connaissez un seul grand pays au monde qui est 100, 200, 300 partis? Nous ne sommes pas un grand pays, nous sommes un petit pays de 10 millions et quelques d'habitants. Je considère que nous sommes un très grand pays, avec peut-être une population faible. Ce n'est pas la quantité de citoyens qu'il y a dans un pays qui fait que c'est un grand pays. Vous connaissez très bien des pays qui n'ont pas 200 millions d'habitants, mais qui ont marqué l'histoire. Et rêvons d'être un grand pays. Assumons d'être un pays qui a une vocation de devenir un grand pays. Alors, vous êtes entouré de beaucoup d'acteurs politiques avant de parler véritablement de l'Union progressiste et de l'idéal que ce parti promeut. Est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs politiques approuvent la chose et l'accompagnent véritablement, ou sommes-nous dans un jeu d'hypocrisie? Écoutez, lorsque il y a eu notre approche qui a consisté dans un premier temps à faire à élaborer un texte qu'on a appelé déclaration d'adhésion et qu'on a invité les forces politiques qui adhèrent à notre approche, adhèrent à notre démarche, de venir, s'ils le veulent bien, si elles le veulent bien, venir lire et signer. On ne peut pas avoir meilleure preuve de manifestation de la volonté des acteurs que de venir signer un document. Et c'est suite à la signature de ce document que nous avons engagé les préparatifs en termes de construction de l'architecture, même disons du parti, et la rédaction des différents textes. Et nous avons suivi un processus qui nous a conduit au Congrès. C'est un processus qui nous a pris quand même 9 mois. On peut obliger un cheval à courir, mais on ne peut pas l'obliger à boire de l'eau. Donc, boire de l'eau ici, c'est apposer sa signature très librement au bas d'un document que nous avons appelé déclaration d'adhésion, qui est un ensemble de principes qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs dans les statuts et dans les documents de base
de l'Union progressiste. Vous avez parlé tout à l'heure du peuple, notamment de son adhésion à cette réforme du système partisan, à cette transformation que nous vivons. Mais c'est justement au nom du peuple que les acteurs politiques béninois se sont adonnés à des pratiques qui nous ont peu honorés par le passé. Et au nom de ce peuple-là, aujourd'hui, vous justifiez ce nouvel ordre politique. Est-ce que le personnel politique dans le pays est véritablement prêt à subir cette transformation, les conséquences découlant de cette transformation? Pourquoi vous parlez de subir? S'il y a des gens qui subissent et que ça ne leur plaît pas... C'est pas facile de bousculer les habitudes. Oui, c'est mais pas facile d'accepter des changements. S'il y en a qui ne veulent pas changer, personne ne les y oblige. Personne ne les y oblige. Et la preuve... La loi les y oblige. Non, la loi ne les oblige pas. La charte des partis, contrairement à ce que je lis dans un certain nombre de communiqués ces derniers jours, la charte des partis est très claire. Les gens sont libres de constituer leur parti. Vous faites allusion à Restaurer l'espoir, par exemple? Je ne veux pas m'occuper particulièrement d'un parti, mais la charte des partis maintient la liberté de création, la liberté d'association consacrée par notre Constitution est maintenue dans la charte des partis. Seulement, n'oubliez pas qu'en 90, quand on lançait le multipartisme intégral, il suffisait d'à peine 18 personnes pour créer un parti. 3 par département de l'époque. 3 fois 6. Et puis après, ça a été porté à 10 par département, avec 12 départements. 120. Aujourd'hui, on l'a mis à 15 par commune. Cela signifie quoi? Que nous avons senti dès le départ, dès 90, nous avons senti la nécessité de créer quand même une base minimale à partir de laquelle on peut dire, voilà un parti. Et cette base a progressivement connu des mutations. On est passé de 18 à 120, de 120 à 1000 et quelques. Je pense que c'est au rythme et dans la direction du diagnostic que les acteurs font de ce que le multipartisme intégral offre dans notre pays. Nous voyons un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 100 partis, ce n'est pas 20 partis. Regardez le Ghana à côté. Ce n'est pas 20 partis, c'est 4 partis. Regardez le Nigeria juste à côté. Alors, quand il y a des choses qui fonctionnent dans d'autres pays, quand il y a des choses qui relèvent du raisonnable, il n'y a aucun mal à faire ce qui est raisonnable. Ce qui ne l'est pas justement, c'est d'avoir 200, 300 partis. Ce n'est pas raisonnable dans un pays. Un environnement qui était favorable à la création des partis à tout bout de champ. Quand on parle du multipartisme intégral, est-ce que ce n'est pas l'environnement qui était favorable à cela? Les tests. Sorti du parti unique en 90, il y avait une sorte de soif de liberté, liberté de tout genre, y compris la liberté d'association. Et puis, la chose s'est pervertie. Et la perversion est venue de ce que, justement, l'accès à l'arène politique et l'accès au pouvoir n'était plus l'œuvre des partis, mais c'est devenu une affaire de région, une affaire de commune, une affaire d'arrondissement, de sorte que chacun crée son parti dans son arrondissement, comme le couloir par lequel il pourrait accéder. Comment on peut penser la politique d'un pays à partir de la connaissance qu'on a de son arrondissement. La politique, le gouvernement, un gouvernement ne fonctionne pas en regardant de petits espaces tels que l'arrondissement. C'est un pays, un programme d'action du gouvernement, un programme de campagne même en tant que pour les candidats ne peut pas se ramener à quelques phrases vagues et à des réalités d'un arrondissement. Si un parti n'a d'envergure que de résoudre les problèmes d'un arrondissement, il ne répond plus à l'esprit du parti tel que défini par notre Constitution. Dans cette multiplicité, dans cette diversité, ces micro-partis, ces partis uniques de région, d'arrondissement, ce qu'on voudra bien en dire aujourd'hui, souvent on les a vus se mettre en alliance, faire des regroupements, et puis même pour créer, l'une de ces perversions dont on parle, le phénomène de la personnalité politique. Malgré ça, ce qu'on a vu qu'il a été souvent difficile de se mettre ensemble, de rester ensemble. Pourquoi pensez-vous que davantage maintenant, quand bien même cela émane d'une réforme et d'une loi,
que ça devrait pouvoir marcher et qu'ils pourront rester ensemble? Écoutez, avant, chacun avait libre cours de faire comme il voulait. Ça nous a conduit à la perversion. La réforme du système partisan nous permet de mettre un cadre légal en dehors duquel quelqu'un qui dit qu'il fait un parti politique n'est plus dans la légalité. Donc, si la loi vient, disons, encadrer et appuyer une dynamique qui existait déjà au niveau d'un certain nombre d'acteurs, il n'y a pas de meilleures conditions pour qu'une société évolue. Parce que l'évolution d'une société, la dynamique positive d'une société, c'est justement la rencontre de la volonté des acteurs avec le cadre, disons, législatif, avec un certain nombre d'autres conditions, c'est vrai, mais aucune société n'évolue, tout le peuple ne se réunira jamais dans l'agora et acclamer d'un seul et unique élan justement, la une réforme du système réforme. partisan tel que ça se passe aujourd'hui, c'est la volonté de la majorité du moment. Qu'est-ce qui prouve que cette réforme va durer dans le temps et que nous n'assistons pas à quelque chose qui, justement, va durer l'instant de la majorité actuelle? Oui, mais écoutez, demain, c'est un autre jour. Ceux qui ont cru, ont donné de leur énergie, ont donné de leur passion au service de ce pays depuis des décennies et qu'ils sont battus jusque-là, même s'ils meurent, la graine germera. Même s'ils meurent physiquement, la graine germera. Si demain d'autres veulent remettre en cause cette dynamique-là, on va se battre. Et comme on est en démocratie, écoutez, la majorité d'aujourd'hui peut être la minorité de demain. Mais si vous pensez que les peuples sont si malléables, ceux qui auront la majorité et voudront nous faire reculer auront devant eux la volonté populaire. C'est évident. Il y a des lois qu'on a eu à prendre dans ce pays dans la douleur, mais qui par la suite n'ont jamais été remises en cause. Parce que ceux qui dirigent un pays, une chose est de bavarder à la touche, une autre est de jouer sur le terrain. Il y a des lois qu'un certain nombre de gens critiquent aisément aujourd'hui, mais qui demain, le jour, parviendront au pouvoir. Ils seront peut-être très silencieux, mais ils vont fonctionner avec les mêmes lois. C'est ça aussi la logique de la politique. Alors le combat que vous avez mené en son temps, même s'ils ne reconnaissent pas de ces lois-là. Même s'ils ne reconnaissent pas, ce pays a une âme. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est pas pour faire de la mystique, mais ce pays a une âme, quel que soit ce que nous faisons. C'est curieux, c'est que les acteurs politiques ont le même discours, c'est-à-dire que selon que l'on soit de la majorité ou de la minorité, on utilise ces genres d'expressions. Ce pays a une âme, les opposants aussi disent que ce pays a une âme, pour notamment faire allusion au fait que demain, quand on sera là, on va remettre tout ça en cause. Et justement, pour inscrire ce que vous faites aujourd'hui dans la durée, vous dites que ce pays a une âme. Ça dit quoi? Il y a ceux qui changent d'opinion comme ils changent de caleçon. J'espère que vous n'inscrivez pas des gens comme moi dans cette catégorie de citoyens. Et ce qu'on disait hier, c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Et vous savez que dans les faits, il n'y a pas eu que des gens qui ont admiré la perversion dans laquelle on s'est retrouvé à un moment donné. Il y a eu des gens qui ont critiqué cette perversion. Il y a eu des gens qui ont été au-delà de la critique, qui ont posé des actes concrets. Et aujourd'hui, les conditions sont favorables pour la plupart de ces gens-là de réaliser leurs rêves. Les conditions favorables, oui. Et maintenant, l'Union progressiste est née autour d'un grand bloc. D'entre-temps, l'Union fait la nation. Je rectifie. L'Union progressiste s'est créée, entre autres, avec l'Union fait la nation, qui, avec les autres forces, ont travaillé pour que, disons, l'Union progressiste devienne une réalité. Vous avez travaillé de la même manière. Il y a quelques années, à l'orée notamment de la présidentielle de 2011, pour porter sur les fonds baptismaux l'Union fait la nation. Et à l'époque, vous avez mis un point d'honneur à nous enseigner que ce qui avait pu vous diviser à l'époque était moins fort que ce qui vous a unis. Et on a vu que ça a fait long feu. Beaucoup ont quitté la BAC. Quelles sont les garanties? En tout cas, des acteurs principaux de cette union sont partis. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, quelles sont les garanties aujourd'hui que l'Union progressiste ne subira pas le même sort? D'abord, il y a la loi. Avant, ce n'était pas une loi, c'était la volonté des pairs. D'accord?
Et quand les pères ne trouvaient plus leur compte dans cette aventure si belle qu'on avait engagée, ils se sont désengagés. La loi nous oblige aujourd'hui à y aller. Et vous observez très bien le comportement des uns et des autres. Je pense, moi je ne suis pas pessimiste. Et vos questions cachent un certain pessimisme. Vous savez que si ceux qui ont animé l'Union for la Nation jusqu'aujourd'hui étaient pessimistes et avaient abandonné, la tâche serait plus difficile aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pessimiste. Ceux qui ont créé l'Union progressiste ne sont pas pessimistes. Nous allons nous battre. S'il y a des gens en cours de chemin qui abandonnent, ils auront abandonné. Mais le cours de l'histoire n'est pas dans la multiplicité des partis. Ce n'est pas dans le déchiquettement du paysage partisan, mais c'est plutôt vers, disons, un regroupement qui permette aux hommes et aux femmes de bonne volonté de concevoir un meilleur avenir pour notre pays. On sait quand même que c'est l'Union for la Nation qui est resté le lead de ce regroupement de l'Union progressiste. Est-ce à dire que c'est le fait que vous avez traversé le temps malgré les péripéties qui fait qu'aujourd'hui l'Union for la Nation est restée la force principale de l'Union progressiste? Je ne vais pas, j'ai aucun complexe à dire que l'Union for la Nation a apporté sa part d'expérience dans le processus. Mais je ne veux pas non plus minorer ou minimiser la contribution des autres. Vous savez, pour avoir la majorité, il faut 49 plus 1. D'accord? Même si vous avez 49 et que le 1 ne s'ajoute pas, ça ne fera pas 50. D'accord? L'Union for la Nation était un regroupement, disons, d'une certaine envergure. Il y a eu d'autres partis ou d'autres alliances qui sont de très bonne envergure aussi, et on s'est donné la main pour faire naître l'Union progressiste. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Quel est le compromis sur la base duquel vous vous êtes mis ensemble au sein de l'Union progressiste? Le premier compromis, c'est la similitude des principes et des valeurs de base. Réellement? Mais écoutez... Mais on observe quand même dans cette union qu'il y a des gens qui se sont combattus jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aussi aujourd'hui, ils sont assis côte à côte à l'occasion de ce congrès constitutif et qui donc se réclament membres d'un même parti politique. Je voudrais vous dire de distinguer entre la vision idéologique, la vision et le positionnement politique. Vous savez, vous avez par exemple... La différence est ceci. Vous avez par exemple dans un pays comme... quel pays je peux vous prendre? Même ce Bénin. Il y a des gens qui étaient d'une orientation idéologique donnée, mais qui ne se sont pas retrouvés dans le même camp au pouvoir avec certains de leurs camarades qui étaient de la même orientation idéologique. Le tout ne dépend pas de le tout ne se réduit pas. Par exemple, de force clé ou... Oh, peu importe. Mais vous savez, par exemple, que dans les années 90, si on regarde l'histoire des partis, quand il y a eu l'appel de Goro avec la RB, des camarades authentiquement de gauche se sont retrouvés avec Nicéphore Soglo, avec un certain nombre de gens autour du pouvoir. De la même manière, des gens qui étaient authentiquement de gauche ont refusé de soutenir le régime de Soglo à l'époque. Ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes idées et parfois se combattre. Le tout dépend de l'analyse qu'on fait de la situation qui existe. Et la situation qui existe aujourd'hui dans notre pays, il y a des camarades qui ne sont pas avec le régime de la rupture et du nouveau départ, mais qui font la même analyse que nous, parce que, et qui partagent les mêmes visions. Mais ils font une analyse politique qui leur demande d'être dans un autre positionnement. Et ça, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, vous aurez toujours de ces situations. Donc, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que, dans notre démarche à l'Union progressiste, on a commencé d'abord par mettre sur papier un ensemble de principes, un ensemble de valeurs de base. Et on dit, ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs, ceux qui se reconnaissent dans ces principes, venez. Il y a certains qui sont venus, qui ont lu et qui sont partis. Il y a aujourd'hui des gens qui sont venus à l'Union progressiste. Parce qu'il y avait beaucoup trop d'exigences à vivre avec vous.
ils ne se sont pas sentis à l'aise avec ces principes qu'on a mis sur la table. C'est le cas des premiers démissionnaires de l'Union progressiste, les acteurs politiques d'une région du Nord, Gorgonon pour ne pas être... Ceux de quoi je parle, c'est des gens qui étaient venus, le parti n'était pas encore créé, qui ont lu la déclaration d'adhésion de base et ne se sont pas retrouvés là-dedans et sont allés ailleurs. Vous voyez ? Et c'est libre, c'est complètement libre, le processus qui s'est déroulé. Quelle est l'Union progressiste? C'est quoi ce parti que vous venez de créer? C'est quoi l'Union progressiste? L'Union progressiste, c'est un parti, disons, qui a ses racines dans tous les arrondissements du Bénin, qui s'est donné comme orientation, une orientation progressiste, c'est-à-dire que nous croyons profondément à la transformation sociale. La transformation sociale, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous regardez notre pays, de 2001 à 2015, on peut dire que nous sommes passés d'un taux de pauvreté et d'extrême pauvreté qui tournait autour de 33%, quand on s'en tient au calcul des indices de pauvreté tels que c'était à l'époque, à 69%, si on se met dans le même créneau, à 69% en 2015. Pratiquement le double. Pratiquement le double. Vous voyez que dans ce pays, il y a de plus en plus, disons, l'extrême pauvreté, la pauvreté qui s'installe. Mais à côté de buildings, regardez les véhicules qui sont dans notre pays. Pendant que les richesses du pays s'accroissent, enfin, connaissent un accroissement, pendant que les richesses de ce pays connaissent un accroissement, où les gens achètent beaucoup de voitures, où les gens construisent de grands buildings à Cotonou et à Calavi et consorts, vous voyez aussi des gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Cet écart-là, dans la redistribution des richesses nationales, c'est grave. Et nous sommes pour la transformation de la structure de la société qui réduise l'écart entre les niveaux, disons, de possession. Lorsque on est dans une société où il y a une petite minorité qui possède et une écrasante majorité à qui on ne donne comme espoir que celui d'aller au paradis après leur mort, il y a un problème. Et nous sommes ancrés résolument dans l'approche où on dit il faut faire le culte du travail. Il faut encourager le travail parce qu'il n'y a que le travail qui produit les richesses. Il faut en créer les conditions pour qu'il y ait création de richesses. Mais il faut aussi créer les conditions pour qu'un certain nombre de biens sociaux de base puissent être accessibles à la grande majorité des gens. Aujourd'hui, vous savez que tout le monde n'a pas l'eau potable. Sous le mandat du président Talon au jour d'aujourd'hui, c'est clair, les discussions sont en cours. Chaque village devra avoir de l'eau potable d'ici à 2021. C'est un grand pas, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et quand vous parlez d'union progressiste, nous sommes précisément dans cette orientation-là qui est que chaque être humain a de la dignité. Et chaque être humain a le droit de vivre dignement. Et comment nous allons modeler la société pour que les écarts entre les gens les plus riches et les gens les plus pauvres se réduisent? Comment nous allons modeler la société pour que l'égalité entre les citoyens ne soit pas seulement une égalité fictive, mais une égalité tout aussi dans l'accès aux biens qui font la dignité de l'être humain? C'est un rêve que nous avons. Nous allons poursuivre ce rêve et c'est l'une des raisons majeures pour laquelle nous avons créé l'Union progressiste. Quand on se réfère à ce document portant orientation idéologique et projet de société de l'Union progressiste, vous avez rendu public au lendemain donc, de la création de votre parti, document dont vous venez de donner un aperçu, il y a quand même un certain nombre de paradoxes qui se dégagent. Alors, l'Union progressiste est composée de gens, de personnalités, de partis politiques qu'on a vu soutenir des candidats a priori capitalistes, c'est-à-dire quoi, des hommes d'affaires à la présidentielle de 2016, je pense à FDU d'un certain Mathurin Nago, aux côtés de Sébastien Javon, je pense à
au PSD du grand Bruno Amoussou, socialiste, il n'est plus besoin de le rappeler tellement, aux côtés de son parti avec Sébastien Yavon, je pense à vous-même et un certain nombre d'autres acteurs, pas des moindres, aux côtés de Patrice Talon. Et aujourd'hui, vous réclamez de gauche. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Non. Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Bien bon, comme déjà l'opinion a besoin d'une idéologie, bon, on leur sait quelque chose. Je vous ai dit de distinguer le positionnement politique de l'option idéologique. Il y a des gens qui sont des mêmes positionnements idéologiques, mais qui peuvent être dans des camps politiques différents. D'accord? Non. Le positionnement doit pouvoir... ça devrait être automatique. Oui, le positionnement doit être déterminé par l'idéologie, il me semble. Tout à fait. Et pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église tous les dimanches qui disent aimez-vous les uns les autres comme Jésus, comme et dans leur comportement, dans leur quartier, ils détestent royalement leurs voisins. Alors, l'écart entre les convictions et le positionnement, c'est une question individuelle. Et cette question individuelle ne peut pas jouer sur une option prise par une organisation. L'Union progressiste est une organisation. Et à l'intérieur, il y a, disons, une multitude de gens. Il y a une diversité, disons, de positionnement par rapport à la vision. Il y a des courants. Les courants vont émerger d'eux-mêmes à partir des problèmes majeurs. Lorsqu'il va se poser à nous un certain nombre de problèmes majeurs, vous verrez des gens qui sont venus de l'Union Frères Nations et poser peut-être les mêmes points de vue que des gens qui sont venus du FTU ou de la RB, pendant que d'autres qui étaient de l'Union Frères Nations vont épouser les questions de société, les problèmes majeurs d'une société. Lorsque ça se pose à l'intérieur d'une organisation, les positionnements, les courants émergent autour de ça. Maintenant, c'est le courant majoritaire qui oriente une organisation. C'est même d'ailleurs ça dans tout pays. Vous n'avez jamais vu un pays où les gens, sauf les pays comme l'Union soviétique, les gens ne votent pas à 100% pour le gouvernement qui est en place. À 50,01%, un gouvernement se met en place et dirige les 100%. Ça veut dire que ce n'est pas à 100% que tout le monde doit être d'accord sur chaque virgule d'un texte. Mais c'est la position majoritaire qui domine aussi bien à l'intérieur des organisations que de la société. Vous avez dit que vous avez élaboré une déclaration d'adhésion et quand les partis viennent, ils prennent connaissance de son contenu. Il y en a qui ont accepté la chose, il y en a qui ne se retrouveraient pas dedans. Alors finalement, pour le téléspectateur qui vous suit, Lazare Maurice Serruitor, il se pose une question. Quelle est votre ligne directive ? On a un certain nombre de lignes directrices. Je vais peut-être illustrer par 2 ou 3. Par exemple, nous sommes convaincus à l'Union progressiste qu'on ne peut pas diriger un système démocratique s'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur des partis. Donc chez vous, il y a la démocratie désormais. Nous avons des règles, nous avons un ensemble de règles qui font que plus personne ne pourra émerger comme père fondateur de quoi que ce soit et que ce soit l'avis majoritaire qui domine et non l'avis de quelques-uns qui jouent au Manitou. Nous avons opté par exemple pour la limitation des mandats dans les instances. Ça veut dire que si quelqu'un dans une instance est à la tête de l'Union progressiste, il fait 2-3 mandats, ces 3 mandats, on a limité ça à 3, il quitte pour donner la chance à d'autres de venir se saisir de la machine et avancer. Mandat systématique. Mandat de combien de... 4 ans. Ça veut dire qu'un seul individu peut diriger l'Union pendant 12 ans. Oui, bien sûr. Toute une génération, écoutez, ça passe sacrifiée ça passe très vite. Ça passe très vite. Et n'est-ce pas une idée, astuce des anciens, entre guillemets, pour davantage éloigner la jeunesse qui semble pousser entre la situation où chacun pouvait diriger pendant toute sa vie et une situation où on dit il faut limiter le nombre de mandats, et les jeunes apprécieront. D'accord? Deuxième chose, par exemple, l'instance supérieure de notre union, si on passe à la période de la phase transitoire que nous avons engagée là maintenant pour 1 an, au premier congrès ordinaire, les statuts que nous avons aujourd'hui disent que la direction du parti, composée de 5 membres,
que cette direction sera élue par les assemblées générales de section. Donc avant le congrès. Ça signifie que ce n'est plus des congressistes qui se rassemblent et on fait des jeux de coulisses, on fait des négociations jusqu'à 3h, 4h du matin pour proclamer à 6h que voilà la direction du parti. Mais comment créer un parti politique sans pouvoir le doter des organes de direction? Il n'y a pas un bureau, on a juste fabriqué, mis en place un bureau politique. Non, on a une centaine de membres d'ailleurs. On a engagé une phase transitoire. Vous voyez, si on crée sur papier un parti pour dire, voilà le parti qui est créé, nous sommes tous désormais membres de tel parti, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Il faut modeler, il faut avoir une architecture qui corresponde à la réalité. La réalité, c'est que des gens qui avaient l'habitude de s'adresser à M. Zizi Ndoye, président de la RB, continueront pendant encore un certain temps. S'il n'a pas d'informations, s'il est à court d'arguments, ils vont s'adresser à M. Zizi Ndoye. Ceux qui s'adressaient au président Amoussou, ils continueront de s'adresser. Alors, comment on épouse cette vision tout en bâtissant? C'est pourquoi on a ouvert une période transitoire. Et dans la période transitoire, la plupart des figures qui étaient à la tête de différentes organisations, la plupart, on les met ensemble dans le bureau politique. Pourquoi dans tel village ou dans telle localité, on ne dit pas, ah non, mais nous, on a disparu de l'échiquier, on n'existe plus. C'est ce qui explique que les 59 membres du bureau politique soient répartis sur toute l'étendue du territoire national, autant qu'on a pu, pour que chacun puisse se retrouver. On se donne 12 mois, le temps de vivre ensemble, de mettre les structures en place. Une rallonge aux anciens partis, ils continuent d'exister. Les anciens partis n'existent plus juridiquement. Dans la réalité... Puisque chaque militant devra s'adresser à son ancien leader. S'il vous plaît, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. C'est ça la vérité. Monsieur Dossa, vous me connaissez, d'accord? Si c'est moi que vous connaissez, vous continuerez à vous adresser à moi. Mais vous ne vous adresserez pas à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette réalité sociale-là, il faut en tenir compte. Sans donner libre cours aux gens à continuer à vivre, à bâtir leurs anciennes chapelles. Ça s'appelle du réalisme tout court. Ce serait de la fiction que de dire, bon, une fois que tous les partis ont disparu, ceux qui étaient habitués à la Zassefrito désormais, ils n'ont qu'à s'arranger pour s'habituer à X ou Y. C'est de la fiction, ça. Alors, je vous dis, la démocratie intérieure, nous l'avons poussée le plus loin que possible, de telle manière que les 5 premiers dirigeants du parti seront élus par les militants à la base. Alors, ça signifie quoi? Sur la base de ce qu'ils auraient produit tout au long de la période transitoire? En décembre prochain, quand on aura fait 1 an, au congrès ordinaire, nous aurons le schéma suivant. Nous aurons au plus 3 listes. Ça va être des scrutins de listes. Parce que nous avons dit que chaque liste doit être parrainée par une vingtaine de communes. Donc, une vingtaine de sections. Et quand on dit une vingtaine de sections, ça veut dire qu'on n'aura pas plus de 3 listes. Et les 3 listes, chacune des 3 listes, ira faire campagne dans les communes pour dire, si nous prenons la tête du parti au premier congrès ordinaire, pendant les 4 ans, voilà ce que nous ferons. Voilà ce que nous ferons de l'organisation. Voilà les objectifs qu'on veut atteindre. Vous voyez? C'est même un apprentissage déjà par rapport aux élections de type présidentiel telles que nous les avons ici. Et lorsque des jeunes, des femmes et des personnes un peu plus âgées se mettent ensemble pour faire une liste, et ils se battent loyalement, la liste majoritaire prendra la tête du parti. Et cette liste majoritaire va, pendant les 4 ans, dérouler un plan avec lequel elle aura fait campagne dans les 77 sections que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est déjà une révolution dans le système, dans le paysage partisan. C'est complètement différent des choses où quelques-uns s'arrangent pour faire venir ceux qu'ils veulent au Congrès et font tout ce que vous savez là pour se mettre à la tête. Le remplissage de la liste électorale. En tout cas, alors, quel rôle Patrice Talon, chef de l'État, a-t-il joué dans la constitution de ce parti? Il a joué un rôle irremplaçable. Lequel, par exemple? Il a
organisé de nombreuses discussions avec nous pour savoir comment nous procédons, pour savoir comment nous avançons et nous donner ses points de vue. Pour dire par exemple, telle personne allait dans progressiste, l'autre allait à républicain, c'est ça? Vous voyez que quand votre métier se nourrit de rumeurs, c'est des choses comme ça que ça donne. Je ne suis non, c'est fondé sur les rumeurs. C'est juste pour savoir si c'était comme ça, cela a été. Moi, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Nous ne travaillons pas sur les réseaux sociaux, justement. Nous ne sommes pas ici sur les réseaux sociaux. C'est tant mieux. Sur un plateau de télévision. C'est tant mieux. Y a-t-il eu dispatching des partis politiques? Non. Il y a eu ceci que le président de la République a demandé à ces structures qu'il avait accompagnées et qui n'étaient pas tous, les membres de ces structures n'étaient pas tous membres de parti. Il leur a dit, il y a 2 blocs qui soutiennent mon action, répartissez-vous selon vos affinités vers tel ou tel bloc. Il les a réunis. C'est des gens qui ont cru en lui, qui, en croyant en lui, ont donc cru à la réforme du système partisan. Et on arrive à un carrefour et il dit, bon, chers amis, vous m'avez accompagné pour faire la campagne, vous n'étiez pas membre des partis politiques qui se sont fusionnés, mais si vous voulez continuer à faire de la politique, désormais, c'est dans les partis que ça se passe, allez dans les partis de vos... qui rencontrent vos affinités. Alors, voilà. À la tête du bureau politique transitoire de l'Union progressiste, nous avons quand même un grand leader politique, Bruno Amoussou. A-t-il été imposé par Patrice Talon? Comment pourrait-il le faire? Vous avez eu plusieurs rencontres avec le chef de l'État. Oui, mais comment vous imaginez qu'il va faire? Il va réunir tout le monde pour dire, bon, je vous impose telle personne, prenez-le. C'est ça? C'est vous qui l'avez élu délibérément? Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Ça ne se passe pas comme ça. Le bureau qui dirige la période transitoire n'a pas été un bureau où on a dit, tel n'a qu'à être candidat, on va voter pour lui. On a discuté entre les forces qui ont constitué l'actuelle Union progressiste. Ça a été fait à l'unanimité alors? On a fait aussi bien des réunions restreintes que des réunions en plénière. On n'a pas fait de cachotterie autour de ces choses-là. Oui. Mais les forces qui sont réunies, on a trouvé les moyens de se concerter pour dire comment on va formater la structure dirigeante. Le premier principe, c'est que la plupart des gens puissent se retrouver. C'est pourquoi, par exemple, on a mis tous les députés qui sont membres de l'Union progressiste au bureau politique. Parce qu'ils viennent de régions données. Ça fait déjà un premier niveau de couverture. On a mis un ensemble de maires. Donc, nous avons aujourd'hui 36 communes dirigées par des militants de l'Union progressiste. Ces maires-là, on a dit, bon, on prend un échantillon de ces maires et on les met pour combler. Par exemple, si nous avons déjà beaucoup de députés, prenons le Zou, nous avons déjà beaucoup de députés dans le Zou. Et nous n'avons pas beaucoup de députés dans la Liborie. Pour que les réalités de la Liborie n'échappent pas au bureau politique, on met un peu plus de maires là-bas qu'on a mis de députés. Puis si on n'a pas de députés, on n'a pas beaucoup de députés originaires de la zone. Les ministres. Donc, c'est dans ce genre de dosage que nous avons réussi. Le dosage, vous l'avez tellement bien fait qu'il a été... on a le sentiment que ça a été fait au détriment de la gente féminine. Le Bénin, il paraît qu'elles sont pourtant plus nombreuses que nous, les femmes. Oui. 59 membres et 4 femmes. C'est assez minoritaire. Vous avez mal compté. Vous avez mal compté. Moins de 10 femmes. Moins de 10 femmes, oui. je conviens. Oui. Sur 59. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Assez représentatif. Bien sûr. Pourtant de gauche, un parti. Nous avons un an de. Nous avons un an de. Pas assez de place aux femmes. Nous avons un an de transition. Pendant cette transition-là, on ne peut pas mettre intégralement en œuvre les principes que nous avons affichés dans nos textes. Parce que, encore une fois, nous ne voulons pas faire de la fiction. Si aujourd'hui, prenons des exemples concrets, on fait un bureau politique où les députés ne sont pas. Parce qu'on n'a pas de députés femmes. On dira, parce qu'on veut plaire aux femmes, les députés qui représentent, qui ont été élus dans des circonscriptions, on dit, les députés ne seront pas dans le bureau politique,
remplissons le bureau politique par des femmes. Ce n'est pas réaliste. Il faut travailler avec la réalité sociale. Il ne faut pas travailler dans la fiction. Et les femmes qui sont là aujourd'hui ont l'espace complètement ouvert. Je vous dis, si vous lisez bien nos textes, personne ne peut émerger à la tête du parti s'il ne part pas d'une cellule. Vous pouvez être le président Bruno Amounsou, dont vous parlez tout à l'heure. Il sera bien obligé d'aller recommencer par aller travailler dans une cellule de quartier ou de village pour monter. Les principes sont très clairs. En attendant, il joue le premier rôle au sein du parti. Pourquoi avez-vous choisi pendant la période transitoire. Pourquoi avez-vous choisi de faire du nouveau avec du vieux? C'est pas pour stigmatiser. Oui. C'est un acteur politique majeur de notre pays qui a traversé le temps. Pourquoi n'avoir pas, ne serait-ce que pour marquer les esprits, tout de suite décider de mettre un jeune, de faire plus de place aux jeunes? C'est ce que j'appelle fiction. Si on veut faire de la fiction, on ira chercher un blanc-bec pour dire, bon, viens diriger. Nous ne sommes pas dans la fiction. La jeunesse en tant que blanc-bec, est-ce que vous ne minimisez pas un petit peu la jeunesse? Est-ce que vous ne manquez pas de confiance en cette jeunesse? Non, moi j'ai une confiance sans limite aux jeunes. Et pourtant? J'ai une confiance sans limite aux jeunes. Mais vous avez commencé très tôt. Et il a fallu que quelqu'un vous tende la perche, que quelqu'un vous donne l'occasion, l'opportunité. Chaque être humain pousse le cri de son âge. Chaque être humain pousse le cri de son âge. Ne demandez pas. Vous avez poussé à l'époque un cri tellement fort que vous fûtes directeur adjoint de campagne d'un grand candidat. Oui, mais vous parlez des choses d'il y a combien de temps? De l'époque où vous étiez jeune. Il y a 15 ans. Et nous parlons de la jeunesse aujourd'hui. Il y a 15 ans. Donc des jeunes aujourd'hui voulaient vous dire qu'ils ne sont pas assez dynamiques, assez forts que vous, à leur âge et en son temps? Non. Clarifions le débat. Le débat, c'est vous voulez opposer vieux et jeunes. J'ai dit, sortons de ça. Il ne faut pas faire de la fiction. 2. Faisons-nous la promotion des jeunes ou non? Moi, je ne veux pas être paternaliste. Si les jeunes se battent, il n'y a aucun moyen de les retenir. Quelle est la place qu'il leur est faite aujourd'hui au sein de l'Info? On n'a pas de place à faire à quelqu'un, ni aux vieux, ni aux jeunes. Chacun prend sa place. Chacun se bat Chacun prend sa place. Chacun prend sa place. Il n'y a pas de... Moi, je ne veux pas jouer les paternalistes pour permettre à des jeunes... Non, ce n'est pas à moi de leur permettre. Personne ne m'a permis, moi. Moi, j'ai pris mes responsabilités dès mon plus jeune âge. Alors, sur l'échiquier politique national aujourd'hui, quelle place occupe l'Union progressiste, surtout dans le rang de tous ces blocs-là, tous ces partis politiques qui soutiennent le chef de l'État? Vous savez, quand un athlète n'a pas encore couru, il peut dire qu'il est premier. La course des marquants, la prochaine législative? Nous occuperons la place que nous aurons méritée à l'issue des élections qui vont venir. Justement, la question des positionnements pour les prochaines législatives, comment est-ce que vous entendez gérer ça au sein de l'Union progressiste? Écoutez, ça fait partie des questions que nous n'avons pas encore abordées de front. À quelques 4 mois des prochaines élections? On ne peut pas tout faire à la fois. On vient de créer l'organisation. Et à l'intérieur de l'organisation, en fonction des règles que nous avons mises en place, nous allons choisir les prochains candidats. Et que nous n'ayons pas, une semaine après notre naissance, que nous n'ayons pas encore réglé la question là, je pense que on n'a pas encore commis un grand péché. D'accord? Mais nous savons que ça va être très difficile. Parce que c'est différentes forces, c'est différents partis, c'est différents groupes qui se mettent ensemble. Peut-être ces groupes vont se retrouver dans des situations où ils sont tous présents dans une localité. Et nous avons des impératifs. Le premier impératif, il faut faire en sorte que dans la discussion, nous contentions toutes les forces. Un impératif qu'il faut pousser le renouvellement de la classe politique en n'empêchant pas ceux qui veulent bien émerger, qui ont du talent, qui se battent, en ne les empêchant pas d'émerger, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Alors, tous ces défis-là, relevés à la fois, ça va être de la discussion, ça va être de la négociation. Je ne rêve pas que ça va se passer
comme une lettre à la poste. Mais c'est ça aussi, tous les combats humains. Vos autres amis de la majorité présidentielle, les Républicains également, se sont créés, si je m'exprimer ainsi, hier. On portait en tout cas sur les fonds baptismaux, l'organisation, le parti politique. Alors, comment ça va se passer? Vous considérez comme des partenaires ou comme des potentiels adversaires? Parce qu'on dit que le parti politique naît pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Vous savez déjà, même à l'intérieur d'une organisation, même à l'intérieur de l'Union progressiste, ou à l'intérieur des Républicains, ou de tout autre parti, c'est d'abord de la compétition interne. Il y a toujours compétition à l'intérieur des partis. Alors, ça ne les empêche pas, ça n'empêche pas les membres d'un parti qui sont en compétition de cohabiter. Par rapport à nos amis les Républicains, c'est des amis. Mais si je me retrouve dans une circonscription, la manière dont je vais combattre une liste portée par les Républicains, ça ne peut pas être de la même manière que je combatte l'opposition. Un pacte de non-agression entre vous? On est bien obligé de le faire. Il n'y a pas à se cacher pour ça. Y a-t-il pas un risque d'émiettement des forces politiques de la majorité présidentielle, par exemple à l'occasion des prochaines législatives? Vous rêviez qu'on fasse comme l'UBF ou bien FCBE à un moment donné pour qu'on ait un parti présidentiel? La réforme que nous avons engagée va au-delà du président Talon. La réforme qui est engagée, la réforme qui a été engagée n'est pas une réforme pour le mandat ou les mandats du président Talon. C'est une réforme du système partisan. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui sont républicains aujourd'hui et ceux qui sont progressistes aujourd'hui, ou même au-delà, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, vous pouvez avoir des chamboulements, mais l'essentiel, c'est qu'on ne revienne pas à cette histoire-là où un pays... Il n'empêche que, républicains ou progressistes, votre objectif à court terme, c'est de donner au président Patrice Talon, inspirateur de cette réforme, de cette transformation, une majorité à l'Assemblée nationale. Notre ambition à chacun de nous, c'est de faire élire nos militants à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que vous allez y parvenir? Mais on va le faire. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Avec l'organisation du côté de l'opposition par exemple? Ben écoutez, c'est de bonne guerre. L'opposition va se battre, on va se battre. Et le peuple choisira. Est-ce que vous pensez que vous avez les arguments qu'il faut véritablement pour convaincre on a les arguments. On a les arguments. On a les arguments. Qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques difficultés, qu'il y a un malaise ici et là, on en est pleinement conscient. On sait pourquoi. C'est quand on est malade et on connaît la cause de la maladie, on trouve les remèdes. Et les causes des malaises que nous avons aujourd'hui, on les connaît. C'est simplement parce que nous avions eu des habitudes de vie qui sont en train de changer et ça crée des désagréments, c'est normal. Justement, l'opposition battra campagne sur ces désagréments. On voit d'ailleurs un de ses principaux acteurs descendre sur le terrain, aller au contact des populations, poser un certain nombre d'actes, mobiliser notamment la foule. Est-ce qu'il suffit d'avoir créé deux grands ensembles politiques au sein de la majorité et peut-être des ensembles satellites pour répondre? Est-ce que c'est une réponse efficace à cela? Ceux qui prennent les peuples comme des idiots vont apprendre à leurs dépens que notre peuple n'est pas composé d'idiots et que notre peuple est suffisamment mieux. Il ne suffit pas d'aller dans un marché. Il ne suffit pas d'aller dans un marché. Est-ce que vous avez vendu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'aise pour que les gens là automatiquement votent pour quelqu'un qui prend des nouvelles des bonnes dames au marché, est-ce qu'ils ne partagent pas un peu leur peine, leur douleur? Chacun de nous fait le même travail. Il y a ceux qui le font parce qu'ils sont préoccupés par la situation des dames et ils n'ont pas besoin de médiatiser. Et il y a ceux qui le font pour faire dans le populisme, pour faire dans ce mépris que les gens ont pour la souffrance. Alors, est-ce que ça perturbe vos plans, les plans de la mouvance? Non, pas du tout. Oui. Ça vous agace? Non. Est-ce que la réponse à Boni Yayi, c'est de choisir de ne pas
considérer ce que l'attente fait, de minimiser ou de peut-être le tourner en dérision? C'est la meilleure réponse? Moi, je n'ai pas appelé de nom. C'est vous qui venez de sortir un nom. Ça fait un. Deuxièmement, on ne minimise rien du tout. Et tant que les gens sont dans le cadre de la loi, on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils font. Il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités et d'aller expliquer. De toute façon, même si les gens souffrent aujourd'hui, ils ont connu d'autres souffrances. Et les gens n'ont pas la mémoire si courte. Qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a pris les ressources publiques et les a distribuées sans ordre et par la même occasion a donné le sentiment au peuple qu'on n'a pas besoin de travailler avant d'avoir de l'argent. Entre quelqu'un qui a instauré la facilité au niveau de l'élite et ne s'est pas préoccupé du sort des populations. Et quelqu'un qui dit, nous allons tous faire des efforts, nous allons investir, nous allons mettre en place des infrastructures, nous allons faire en sorte que si chacun s'investit dans le travail, il puisse tirer son épingle de jeu. Entre celui qui te donne du poisson, en d'autres termes, et celui qui t'apprend à pêcher, le choix est fait. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que ce discours peut être audible auprès de gens qu'on a habitués à la facilité? Vous méprisez notre peuple. Notre peuple n'est pas si con. Notre peuple n'est pas si con. Pour être comme chien de Pavlov, les législatives sont là pour nous dire qui a raison de vous et Bouniaï. Il y a des gens qui vont jouer dans l'émotion. Il y a des gens qui vont jouer dans la facilité d'amener les gens à même se suicider. D'accord? Nous ne voulons pas que ce peuple se suicide. Et nous allons expliquer tel geste que nous posons, c'est pour telle chose. Aujourd'hui, quand vous voyez le maillage du territoire national, c'est quand même une 50aine de milliards. C'est pourquoi? C'est pour qu'on ne rate pas l'économie numérique. Nous avons raté ce qu'on a appelé dans les années 60 la révolution agricole. La Côte d'Ivoire qui avait pris son envol à l'époque, aujourd'hui, est une grande puissance agricole. Et tout le monde se plaît à le dire. Mais ils ont investi dans l'agriculture. Aujourd'hui, à côté de ce que nous faisons au niveau de l'agriculture, nous disons l'économie numérique, c'est ça l'avenir. Investissons dans l'économie numérique aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. D'accord? Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas de pétrole. En tout cas, les gobelettes de pétrole qu'on nous présente ici ne se sont pas transformées en barils. Alors, nous avons une belle nature. Nous travaillons aujourd'hui pour que les touristes viennent ici. Nous travaillons aujourd'hui pour que les infrastructures qui peuvent attirer les touristes puissent être mises en place. Pour que si, par mois, nous avons 1 million, 2 millions de touristes dans ce pays, la restauration va se porter bien. Les services vont se porter bien. Un certain nombre de transports, un certain nombre de domaines de création de richesses vont mieux se porter. Et on va résorber le chômage qui est actuellement. Mais on ne peut pas résorber le chômage par des incantations, en demandant aux jeunes d'aller jouer au football. Il nous reste à peu près 3 minutes. 2 questions pour finir. D'abord, votre réaction sur ces propos d'un diplomate qui a commenté les analyses du chef de l'État au sujet de l'aide au développement. Un diplomate, vous parlez de l'ambassadeur allemand. Si ce qui est dit, qui aurait été ses propos, est vraiment dit par lui, il ne confirme qu'une seule chose. Il confirme simplement qu'il est l'un de ces Allemands qui n'écoute pas suffisamment avant de se prononcer. Tu vois, le complexe colonial continue chez certains, même si l'Allemagne ne nous a pas colonisés directement. Le complexe colonial consiste à prendre ce que les Africains disent comme des balbutiements. Petit nègre, on lui tape dans le dos. Je dis en passant que vous avez de très bonnes habitudes avec les Allemands. Non, précisément, les Allemands sont plus rigoureux dans leur analyse. Si l'ambassadeur a dit ce qu'il a dit, il n'aura pas, à mon avis, disons, obéi à la belle image que moi j'ai de l'Allemagne. Sauf s'il est de ces gens-là
qui ont de grands souvenirs, qui sont nostalgiques des années 33, 39, 45. Okay. Parce qu'il y a encore des Allemands aujourd'hui, justement, qui ont envie de répéter ce qui s'est passé en Allemagne entre 33 et 45. Et je crois que leur peuple pourront les mettre à leur juste place. Je n'ose même pas résumer ce que de quoi vous traitez ce diplomate. Alors, on a fini, mais quand même, je m'en voudrais de ne pas vous faire une question. Sur le logo de votre parti, l'Union progressiste, comment ça se fait que vous décidiez de nous renvoyer à la présidentielle de 91, où les Bétain Bonna, les Robert Dossou et consorts étaient candidats, des logos de l'époque. Baobab, en 2018, pour inaugurer une réforme du système partisan, on n'aurait pas pu faire mieux? Vous savez, quel que soit ce qu'on fera, tant que ce sera un objet de la nature ou autre, les conservateurs ont pris le dessus. Vous retrouverez toujours des ressemblances entre A et B, quel que soit ce qu'on fera. Mais quel est le sens de ce logo? Pour nous, le baobab, nous l'avons choisi à cause d'abord de ce que ça traverse les âges. C'est pour marquer le fait que ce que nous faisons là, ce n'est pas pour ici et maintenant seulement. C'est pour des décennies, c'est pour des siècles. Nous voulons aussi faire en sorte que la robustesse de cet arbre, la majestuosité de cet arbre, et aussi la noblesse de l'écorce, du fruit, des racines, comme étant des éléments nobles de la nature, que cette noblesse, accompagne, nous inspire. Et en le faisant, nous sommes en train de projeter pour les générations montantes une image que nous souhaiterions, à laquelle nous souhaiterions qu'ils s'identifient dans leur démarche, dans leur approche, et qu'il n'ait aucun complexe, qu'ils s'affirment. Vous savez que le baobab, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas le cas de tous les arbres. Voilà. Alors, rapidement, Lazare Seweto, candidat aux législatives de 2019? Probablement oui. Oui. Dans la 24e circonscription? Probablement oui. Une circonscription que beaucoup analysent comme étant un peu difficile. Est-ce que vous partagez ce regard, ce point d'analyse? La 24e circonscription est une circonscription difficile. Mais ce n'est pas parce qu'un combat est difficile qu'il ne faut pas le mener. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Quelques secondes pour peut-être un éventuel message à l'endroit des militants de l'Union progressiste. Le message en direction des militants de l'Union progressiste, c'est de dire, une fois que nous avons fini le congrès, l'essentiel reste à faire. Nous avons un programme sur les 6 prochains mois qui a été validé par le congrès. Mettons-nous au travail. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. N'ayons aucun complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Notre barque est solide et entre de bonnes mains. Et souhaitons-nous nous-mêmes bon vent. C'est sur cette note de mobilisation que nous allons mettre un thème à cette émission. Notre bac est solide, dites-vous. En tout cas, elle est plutôt cette bac sur papier. Les prochaines élections législatives pourront davantage nous montrer véritablement la robustesse de ce nouveau parti politique, l'Union progressiste, a pour symbole le baobab. Merci beaucoup. Notre invité, Lazare Maurice Seweto, il est membre du bureau politique du tout nouveau parti politique post-réforme du système partisan, l'Union progressiste. Merci Christian Adabédian. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, passé d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.